Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs, bienvenue dans Environnement et Développement Durable, une émission thématique qui vous forme et vous informe sur les questions liées à l'environnement et développement durable. Aujourd'hui, nous abordons un sujet relatif à l'énergie. Là, nous parlons de l'électricité. Vous le savez très bien que moi, l'électricité est une commodité qui apporte les développements forts. Malheureusement, la République démocratique du Congo affiche un taux d'électrification les plus bas du continent. Pourtant, son potentiel énergétique représente 37% du continent avec, bien sûr, ses ressources d'énergie renouvelable telles que la biomasse, les solaires et autres. Maintenant, la grande question est celle de savoir comment recourir à la biomasse pour produire l'électricité, voilà, pour produire l'énergie électrique et lutter contre les réchauffements climatiques. La réponse sera donnée par l'invité qui est ici sur ce plateau. Il s'agit du professeur Arthur Seka, à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Euphrasie. Comment allez-vous, professeur? Dieu fait grâce, merci. Et vous? Oui, je vais très bien. Vraiment, merci de répondre à notre invitation. Avant d'aller vraiment loin, je voudrais que vous puissiez nous parler de vous. Je vous laisse l'attitude de vous présenter. Parlez-nous de ce que vous faites. Ok, vous savez, des fois, il est difficile de parler de soi-même. Ok, mais je vais m'efforcer en quelques minutes de tenter de me présenter. Voilà, je suis, comme vous l'avez dit, Arthur Tseka. Je suis professeur des universités. Je donne cours dans quelques universités de la place. Je donne cours à l'Institut supérieur des techniques appliquées. Je donne cours aussi à l'université de Kinshasa. Je donne cours à l'UPN, dans différentes, bien sûr, facultés. Tout comme à l'étranger, je donne cours en Afrique du Sud à VUT University. Et avant de quitter dernièrement l'Afrique du Sud, je donnais cours à CPUT, qui est aussi une des universités de l'Afrique du Sud. Et je suis spécialiste en génie des procédés et des énergies renouvelables. Et aussi, je suis responsable d'un bureau d'ingénierie basé sur les énergies renouvelables appelé BLECOR, qui signifie Blessing Consulting Corporation. Voilà, en bref, en fait, c'est que nous sommes. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais d'abord savoir, avant d'aller plus loin, pourquoi la RDC présente un tableau sombre de sa situation énergétique alors qu'elle a tout ce qu'il faut pour combler ses déficits. Je vais aller droit au but pour dire que, en dépit des ressources que regorge la RDC devait être parmi les premiers. La RDC devait être, disais-je, parmi le premier grand producteur d'énergie électrique ici au monde. Mais si le pays connaît un déficit énergétique ou en termes d'énergie électrique, c'est tout simplement il y a un problème de gestion. Un problème de gestion des ressources dont dispose le pays. Nous avons des ressources. Oui. Maintenant, il faut que ces ressources soient très bien gérées. Absolument. Pour que la population puisse en bénéficier. Absolument, absolument. Donc, il y a un problème de gestion. Et quand on parle de gestion, il y a tout un tas de choses que l'on doit considérer. Et pour dire que le point de chute, ça sera la gouvernance. Lorsque la gouvernance est très bonne, le pays va bénéficier réellement de ce qu'il a comme potentialité en termes d'énergie. D'accord, vous dites que nous pouvons électrifier, bien relever ces défis, électrifier la République démocratique du Congo par les centrales thermiques à biomasse. Pourquoi la biomasse? La raison est très simple. Parce que, en termes d'énergie, ou même en termes d'exploitation d'énergie, la RDC regorge plus ou moins entre 92, pour dire 92, comme diraient les Belges, entre 92 et 94% de la biomasse. Parce que l'énergie, c'est la source qu'utilise l'être humain pour transformer, pour la cuisson, pour préparer la nourriture. Okay? On utilise l'énergie.
Pour faire tourner les machines, on utilise l'énergie, évidemment, sous différentes formes. Mais ici, en RDC, la RDC regorge plus ou moins entre 92 et 94% de la biomasse. Et 4% provient des sources pétrolières et 3% seulement des sources électriques. Donc, comme je viens de le dire, plus de 90% de ressources énergétiques provient de la biomasse. Et c'est comme ça, nous nous sommes posé la question, pourquoi doit-on recourir à une source moins abondante, telle que la source hydroélectrique, par exemple, pour donner l'énergie à la population, que recourir à la source qui est plus abondante, qui est la biomasse. Et c'est comme ça, nous avons travaillé là-dessus. La biomasse, c'est une ressource qui est plus abondante. Et de quelle biomasse s'agit-il? Ok. Je dois d'abord commencer par définir ce que c'est la biomasse, pour que ceux qui nous suivent puissent comprendre. D'accord. En fait, la biomasse, c'est une substance ou une matière chimique, organique, qui peut être d'une source animale, comme par exemple la graisse. La graisse, c'est la biomasse. Par exemple, la graisse des baleines, c'est la biomasse. La graisse des vaches, c'est la biomasse. Ok. Tout comme ça peut être d'une source végétale. C'est comme par exemple l'huile de palme. L'huile de palme, c'est une biomasse. Ok. Comme l'huile des jatropha, c'est la biomasse. L'huile palmiste, c'est aussi la biomasse. Et ça peut être aussi d'une ressource, en fait, d'une origine bactérienne. C'est comme les algues. Ça fait partie aussi de la biomasse. Et toute cette matière chimique, organique, qui peut être utilisée pour la production de l'énergie, elle est appelée la biomasse. Donc, comme vous le voyez, nous pouvons utiliser ces différentes sources de la biomasse pour qu'à la fin, nous puissions produire de l'énergie. Et dans les cas échéants, aujourd'hui, nous parlons de l'énergie électrique. L'énergie électrique. L'énergie électrique, nous allons utiliser quelle biomasse? Parce que vous venez d'expliquer, il y en a beaucoup, hein? Bien sûr. Particulièrement. Alors, la biomasse dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le biocarburant. Le biocarburant. Le biocarburant. Le carburant qui est produit à partir de la biomasse. Et c'est ce carburant-là que nous allons utiliser pour produire l'énergie électrique dans des centrales thermiques, pour ne pas dire dans des groupes électrogènes. D'accord. Le biocarburant. Maintenant, parlons un peu de la disponibilité. Est-ce que pensez-vous que, parce que ces biocarburants-là, comment vous allez les produire, comment vous allez les voir? Expliquez-moi un peu. Ok. La transformation, pour ne pas dire le procédé de transformation de la biomasse, qui est l'huile de palme, en biocarburant, est très simple. On l'appelle transestérification. Pour ceux qui font un peu la chimie et comprennent ce dont je suis en train de parler, c'est un processus qui consiste à mélanger l'huile de palme avec l'alcool dans un réacteur en chauffant et en présence d'un catalyseur. Après 3 heures du temps, on obtient ce biocarburant. Donc simplement, ça se fait par un mélange de l'huile. Ça peut être l'huile de palme, surtout comme ça peut être une autre huile palmiste, ou ça peut être l'huile des jatropha. Quand on mélange cette huile avec l'alcool dans des proportions bien déterminées, en chauffant, et pendant 3 heures du temps, et en présence d'un catalyseur, comme je venais de le dire, et on obtient notre biocarburant. Comme vous le voyez là au devant, c'est-à-dire que là, vous êtes en train d'expliquer les éléments qui composent ces biocarburants, non? Oui, bien entendu. Comme vous le voyez ici au devant de nous, nous avons à gauche, en fait, à ma gauche, ça c'est le biocarburant que nous avons produit localement. On l'appelle biodiesel. En fait, on l'appelle biodiesel parce que ça a les mêmes propriétés que le diesel ou le mazout que l'on vend dans des stations. Ok? Au lieu d'utiliser ce mazout dans de
groupes électrogènes pour produire l'énergie électrique. Nous allons par contre produire le biodiesel partout là où on va se retrouver en RDC. Et à partir de ce biocarburant qu'on va produire, on met ça dans le groupe électrogène et on produit l'énergie électrique. Et vous avez posé la question, c'est concernant la disponibilité et l'abondance de cette matière première. En fait, la matière première, comme je venais de le dire, c'est l'huile de palme et l'alcool. L'huile de palme, elle existe, elle est quasiment un peu partout en RDC, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et il y a des endroits même où je suis arrivé, moi-même, j'ai trouvé que le prix d'huile de palme, contrairement, par exemple ici à Kinshasa, mais dans des milieux surtout ruraux, l'huile de palme coûte un peu plus moins cher. Et l'alcool, on le produit aussi à partir des déchets de manioc, des déchets de maïs, ou même des déchets de canne à sucre. On fait la fermentation et on a de l'alcool. Et lorsque on a ces deux produits, on les mélange, à la fin, nous avons notre biocarburant. Oui, vous avez dit ça vient de l'huile de palme. Professeur, moi je voudrais savoir, la République démocratique du Congo avec ses 80 millions d'hectares de terres arables, comme les autorités de la République démocratique du Congo nous disent, et il y a certains scientifiques qui disent que nous avons 110 millions d'hectares de terres arables, seuls 5% qui sont exploités. Et les 5% là n'arrivent pas à assurer ce qui est la suffisance auto-alimentaire de ces populations. Pensez-vous, avec la production de ces biocarburants issus des huiles de palme, est-ce qu'il n'y aura pas un conflit avec l'alimentation? Parce que ce que nous avons n'arrive pas à combler ces besoins des Congolais. Merci beaucoup pour la question, Euphrasie. Certes vrai que lorsque l'on doit focaliser sur la production industrielle d'un produit, on doit tenir compte de l'abondance, l'existence d'abord de la matière première, son abondance et le prix de revient, c'est-à-dire le prix d'achat de ce produit. Et il faut que ce produit ne soit pas en conflit avec les autres domaines, de l'industrie. C'est une très bonne question. Et c'est là où je voudrais un peu éclaircir l'opinion pour que l'on ne puisse plus se poser peut-être ces genres de questions, même dans l'avenir. Au début de l'émission, je vous ai dit, quand vous m'avez posé la question pourquoi nous avons beaucoup de potentialités, mais nous n'avons pas l'énergie électrique assez suffisante. Et je vous ai répondu en disant que tout est problème de gestion. Si ce que vous avez, vous le gérez très bien, tout va bien se passer. Mais si vous ne le gérez pas, vous allez même être dans l'eau et vous cherchez l'eau à boire. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, je suis en train de vous suivre. Vous pouvez être là où il y a de l'air, mais vous n'avez pas d'air même pour respirer. Donc, tout est problème de gestion. La RDC, je confirme ce que vous venez de dire, a plus ou moins 110 millions d'hectares de terres arables, c'est-à-dire des terres cultivables. Sur les 110 millions de terres cultivables, seulement 5% est jusque-là exploité, c'est-à-dire plus ou moins 10 millions. 100 millions non exploités. Et les 5% exploités sont insuffisantes quand même. J'arrive. Donc, c'est juste un problème de gestion. Maintenant, c'est la gestion du côté agriculture. Si la chose est bien gérée, on va produire davantage. Le Congo ne peut même pas souffrir. Vous savez, je vais vous dire en passant, vers les années 1960, la RDC était le premier producteur d'huile de palme. Et pourquoi nous n'avons pas maintenu le cap? Et pourquoi la RDC était premier producteur, enfin, du moins pays producteur, d'huile de palme? Et ça signifie que les choses ont changé au fil de temps. Donc, mais si les choses ont été bien gérées... Au lieu d'aller vers l'avant, on fait qu'ils régressaient. Exactement. Ça signifie que si, avec les 100 millions restants, on prend seulement 1%, c'est-à-dire 1 million de terres arables, on va produire assez abondamment pour nous, et voire même nous pouvons commencer à exporter de l'huile de palme. Ça, c'est en ce qui concerne la planification dans le temps. Mais, dans l'entretemps, si nous voulons produire le biocarburant,
nous n'allons pas tellement en souffrir. Pourquoi? Parce qu'il est vrai qu'on parle de l'alimentation, c'est-à-dire l'huile de palme pour l'alimentation. Mais la question que l'on doit se poser, l'huile de palme qu'on utilise ici en RDC est utilisée pour l'alimentation et aussi par exemple pour produire les savons. Quand on entre dans l'industrie cosmétique, la savonnerie. Alors, pourquoi on ne pose pas le problème d'alimentation quand on utilise une partie de l'huile de palme pour produire les savons? Et ça signifie qu'aujourd'hui, si on veut utiliser une partie d'huile de palme pour produire le biocarburant, il ne va pas non plus se poser des problèmes puisqu'on va juste affecter, on peut affecter même 2% sur les 100% parce que, je dois dire en passant, plus ou moins 20% est utilisé pour la savonnerie, pour produire les savons. Mais si nous utilisons 2%, en quoi nous les 2%, nous allons poser un problème par rapport à l'industrie agroalimentaire, par rapport à la savonnerie qui utilise plus de 20%. Donc c'est juste un problème de gestion. Quand la chose est bien gérée, quand la chose est bien répartie, il ne se pose même pas un problème de conflit avec l'industrie agroalimentaire, moins encore, il ne va pas se poser un problème pour avoir ce produit en abondance. Et quand on l'a en abondance, on peut même commencer à exporter et faire des devises pour le pays. D'accord. Parlons alors de la faisabilité. Avez-vous mené une étude des faisabilités pour matérialiser ce projet? Ok. Non seulement on a mené une étude, mais nous enseignons dans le cours de projet à nos finalistes comment on doit élaborer comment développer un projet et comment l'élaborer et comment faire même le mettre en pratique et faire un suivi. Donc nous avons déjà en effet fait une étude d'abord de pré-faisabilité, une étude de faisabilité et il ne reste que maintenant à implémenter, c'est-à-dire à mettre ça en application à grande échelle pour commencer à produire des grandes quantités de biocarburants, c'est-à-dire à l'échelle semi-industrielle. Donc nous l'avons déjà fait cette étude-là. Et comment comptez-vous vous y prendre pour une grande production? Okay. Parce qu'on parle de l'électrification de la RDC, ce n'est pas peu de choses. Hein? C'est pas peu de choses. Okay. Bon, nous allons commencer d'abord par faire une évaluation, parce que quand vous voulez monter une usine ou une industrie, vous devez tenir compte d'abord du besoin de la population. C'est-à-dire, on fait l'état des lieux du besoin. Après avoir évalué l'état de besoin, nous allons maintenant faire la cartographie pour voir comment nous allons nous y prendre afin de satisfaire la population en ce qui concerne son besoin en termes d'énergie électrique. Et après avoir fait cette étude-là, bien sûr, on fait l'étude comme on l'a fait, l'étude de l'existence, okay, de la matière première, c'est-à-dire l'huile de palme, la colle, tout ça, partout en RDC, parce que nous avons de la documentation assez fournie dans notre banque de données. Nous savons localiser les différents endroits où on peut facilement trouver de la matière première et en abondance et qui est moins chère. Et c'est dans ces coins-là où la matière première est en abondance et moins chère, plus disponible, que nous allons commencer à produire le biocarburant. Et dès lors que le biocarburant est produit sur place, nous allons maintenant l'utiliser dans des groupes électrogènes, parce que les groupes électrogènes, c'est comme une centrale thermique portable. Nous pouvons les installer partout dans nos villages, parce que notre projet vise plus principalement les milieux périurbains et les milieux ruraux. Et dès lors que nous avons le carburant dans ces milieux périurbains ou les milieux ruraux, on va apporter des groupes électrogènes, nous faisons des installations et nous alimentons, nous approvisionnons la population avec de l'énergie électrique. Donc cela va se faire en tout cas de manière bien planifiée. Mais pour y arriver, il faut des moyens. Il faut des moyens. Dans l'organisation, oui, c'est l'organisation où nous avons besoin des moyens pour arriver pratiquement, parce qu'avec cette technologie, on peut arriver à électrifier pratiquement tous les milieux ruraux de la RDC, que ce soit des milieux enclavés ou très loin, nous pouvons arriver à le faire. Et c'est pourquoi cette technologie, on l'a même appelée une technologie d'électrification de proximité et décentralisée. Vous avez dit que ça peut électrifier même tous les milieux ruraux. Et dites-moi un peu les avantages liés à l'utilisation de biocarburants pour la production. Oui. Quels sont les avantages? Il y en a beaucoup.
Surtout sur le plan aussi environnemental. Bien sûr, on va toucher l'environnement après. D'abord sur le plan de l'économie. Vous savez qu'aujourd'hui, un pays ne peut pas se développer sans industrie. Donc, pour industrialiser le pays, il faudrait avoir de l'énergie électrique. Sans énergie électrique, quel que soit ce que vous pouvez utiliser comme source pour transformer la matière première en produit fini, sans énergie électrique, ça va causer un problème. Et c'est de cette manière-là que nous pensons qu'au travers le biocarburant, nous allons électrifier les différents villages de la RDC, parce que la technologie, nous l'avons. Partout là, on va se retrouver avec nos ingénieurs, avec nos techniciens. Nous allons produire le biocarburant et nous allons produire par conséquent de l'énergie électrique. Cette énergie électrique va faire que l'industrie, même dans nos villages, parce que la plupart de nos villages sont à caractère, à vocation agricole. Mais pour transformer les produits agricoles en produits valeureux, il faut des machines, il faut des décortiqueuses, il faut des moulins, il faut des machines électriques qui exigent l'électricité. Et ça signifie que dès lors que nous commençons à leur fournir le biocarburant... Et vous disposez de toutes ces machines-là? Dire que nous disposons pour le moment quelques-unes, oui. Mais la beauté dans ce que nous faisons, en fait, c'est quoi? C'est que nous fabriquons, nous montons ces machines nous-mêmes. Je vous ai dit en passant, je donne cours aussi à l'ISTA. À l'ISTA, nous avons une filière de la mécanique, là où nous formons des ingénieurs mécaniciens. Et nous avons une filière d'électricité, là où nous formons des ingénieurs électrotechniciens. Alors, lorsque nous avons besoin de monter ou de fabriquer certains équipements ou de monter des machines, nous utilisons notre main-d'œuvre locale. Nos ingénieurs que nous avons formés, c'est une façon de montrer l'applicabilité de tout ce que nous leur donnons comme théorie et pratique. Nous montons, comme vous allez voir dans les images d'illustration, ou même les photos, nous avons monté des équipements, des réacteurs avec nos ingénieurs mécaniciens de l'ISTA et des ingénieurs électriciens et puis électroniciens. Et ce sont ces équipements que nous utilisons pour produire le biocarburant. Comme on l'a fait au niveau de Blécor, nous l'avons fait dans certains sites, nous pouvons le faire dans d'autres sites, là on peut se retrouver, avec les moyens de bord, bien entendu. Mais tout cela, ça demande une bonne organisation et des moyens financiers. D'accord. Et ça, c'est les avantages. Ça, sur le plan économique, oui, sur le plan économique, je disais que gagner, ça permet, rapporter justement, au pays. Sur le plan économique, ça permet d'industrialiser le pays. Et quand le pays est industrialisé, vous voyez, la production va augmenter. Quand la production augmente, le PIB, enfin le PIB va augmenter. Et aussi, tout ce que nous allons produire en excédent, nous pouvons même commencer à l'exporter. Et c'est comme ça que le pays peut avoir des devises pour renflouer la caisse de l'État. Ça, c'est du point de vue économique. Il y a beaucoup d'avantages que nous pourrons apporter. Et je peux aller même plus loin. Quand nous avons fait ce projet, nous avons fait une projection, de sorte que si on peut électrifier la majorité de nos villages ici en RDC, parce que la RDC a plus ou moins plus de 78 000, hein, pour utiliser un peu le chiffre des Belges, 78 000 villages. Si on peut tenter d'électrifier ces villages au travers la biomasse, c'est-à-dire le biocarburant, nous pouvons rapporter annuellement dans la caisse de l'État, dans le trésor public, en termes d'avantages des taxes et consorts, plus ou moins 28 milliards de dollars. Ça paraît un peu éléphantesque, le chiffre, mais c'est réel. Parce que un village peut donner autant. Et essayer de multiplier pour autant de villages, on peut avoir des milliards de dollars par année, on peut ramener dans la caisse de l'État. Ça, c'est du point de vue économique. Donc, il y a beaucoup d'avantages du point de vue économique et financier on peut tirer de ce projet. Mais l'avantage du point de vue social, c'est qu'on peut créer un grand nombre d'emplois. Imaginez dans chaque village, si on peut, ne serait-ce que créer même 5 emplois. Plus de 78 000 villages. Combien on va créer d'emplois à la fin? Et ça va résorber
le chômage au pays, surtout de la jeunesse. Je vais maintenant descendre du côté environnement. Ce projet de la production d'énergie électrique à partir de biocarburants peut nous permettre de bénéficier en termes de fonds, qu'on appelle le fonds lié au crédit carbone. Après avoir fait des projections, les calculs, nous sommes arrivés à démontrer que le pays peut bénéficier de fonds liés au crédit carbone qui avoisinent 131 milliards de dollars par an, s'il vous plaît. C'est lui qui veut que nous puissions échanger, on peut toujours échanger là-dessus, et moi je pense que ça c'est un... Vous dites, ça peut, c'est concernant les fonds liés au crédit carbone, le pays peut bénéficier par an jusqu'à un chiffre à environ 131 milliards de dollars. 131 milliards de dollars. Ouais. Expliquez-nous un peu. Oui. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que cela est possible? Très simple. Le marché des crédits carbone, c'est un marché qui existe. Ça peut être un marché direct ou indirect. Mais ça signifie quoi? Ça signifie que si vous faites quelque chose en termes de la lutte contre les changements climatiques, c'est-à-dire en termes d'adaptation ou en termes de réduire la pression, par exemple, sur la forêt, ou si vous emmenez une technologie qui est nouvelle et qui montre que vous évitez de rejeter dans l'environnement ce qu'on appelle les gaz à effet de serre, c'est-à-dire qui est constitué ou qui sont constitués de dioxyde de carbone, les CO2, le CH4, c'est-à-dire le méthane et les oxydes d'azote et les autres gaz. Si vous pouvez démontrer que la technologie que vous avez développée évite que ces gaz soient rejetés dans l'environnement, vous allez bénéficier de ce que nous appelons le crédit carbone. Un crédit carbone correspond au fait que vous évitez de rejeter dans l'atmosphère plus ou moins 1 tonne de CO2. Et un crédit carbone a une valeur de plus ou moins, ça varie entre 5 et 32 dollars. Ça signifie que ça dépend de la manière dont vous allez négocier le marché. Si vous négociez bien le marché, vous allez avoir beaucoup plus d'argent. C'est votre capacité de négocier qui va déterminer. Non. Ce que vous allez gagner dépend d'abord de la valeur de la technologie que vous apportez sur la table. Les projets là. Le projet dont vous êtes auteur. Parce que c'est ce projet-là qui va convaincre les autres de vous donner l'argent. Évidemment, on peut ne pas vous donner l'argent directement, vous donner sous forme d'équipement, sous forme de beaucoup de... Mais bref, on peut monétariser cet argent-là. Alors, ça dépend de la quintessence de votre projet et ça dépend aussi de la manière dont vous allez négocier après avoir démontré que le projet est vraiment valeureux. Vous négociez et vous allez obtenir ce montant d'argent. Je disais qu'un crédit carbone correspond à jusqu'à 32 dollars. Et maintenant, imaginez, prenez que le projet production d'énergie électrique à partir de biocarburants, prenons même si nous considérons la moitié des villages, si on ne peut pas atteindre tous les villages, prenons la moitié. Donc nous avons quelque chose comme 35 000 villages. Et que dans chaque village, nous produisons le carburant à partir des huiles végétales et à partir de l'alcool. Et ça nous empêche, pour 1 litre, parce que ici, nous avons emmené, ça c'est le diesel, ça de l'autre côté, c'est les biocarburants. Lorsqu'on produit 1 litre de diesel, on rejette dans l'atmosphère plus ou moins 20 kg de CO2. Mais lorsqu'on produit 1 litre de biodiesel, on rejette pratiquement rien dans l'atmosphère. Je ne parle pas de l'amont, de l'aval, je parle de l'amont, c'est-à-dire avant l'utilisation. Avant l'utilisation, celui-ci rejette déjà plus ou moins 20 kg de CO2. Parce que quand on extrait le pétrole, au niveau de torchage, on rejette beaucoup de CO2 dans l'atmosphère et puis même les CH4, c'est-à-dire le méthane. Et pour le biodiesel, on rejette pratiquement rien parce qu'on extrait juste l'huile du palmier à huile et on ne pollue pas l'environnement jusque-là. Hein. Et même s'il y a des pollutions, les gens peuvent parler des engrais et consorts, mais ici en Afrique, la plupart d'huiles de palme sont des huiles qu'on extrait des plantations sauvages. Ce qui fait qu'il n'y a pas de pollution. Et dès lors que l'on bénéficie de 20 kg pour 1 litre, imaginez qu'on produit autant de litres. On produit par exemple 5000 litres.
on va bénéficier de combien de crédits carbone pour un seul village. Et cet argent pour un seul village, multipliez ça par 35 000 villages. Et c'est comme ça que vous allez arriver au chiffre que nous venons de vous donner, qui avoisine 131 milliards de dollars. Et tout dépendra maintenant, la technologie est là, tout dépendra de la manière de négocier. Et c'est là où les gens vont dans ce qu'on appelle les COP, c'est-à-dire des Conference of Parties, c'est-à-dire là où les pays se mettent ensemble pour négocier ces genres de projets afin de bénéficier de ce qu'on appelle les crédits carbone. Les crédits carbone, voilà, biocarburant. Oui, professeur, je voudrais savoir, parlons de la disponibilité. Pour produire ça, il faut qu'il y ait des palmiers, hein, il faut qu'il y ait des plantations, parce que pour qu'un palmier puisse produire, ça demande beaucoup de temps, 3, 4 ans, 5, 6 à 7 ans pour avoir vraiment des noix, des palmiers. Ça demande vraiment beaucoup de temps. Nous avons l'eau. Nous avons l'eau, il y a la disponibilité de ressources. L'eau est là. Pourquoi pas recourir à l'eau? Ok. C'est très bon l'observation que vous avez faite, mais je voudrais d'abord revenir sur cette observation avant de parler de l'eau. Comment on peut générer l'énergie à partir de l'eau? En fait, oui, pour produire le palmier à huile, ça c'est à moyen et à long terme. Okay? On va dire, bon, pour le moment, nous avons identifié une source qui est abondante, quelque part, nous produisons. Mais dans l'entretemps, nous plantons, de sorte que, après 2 ans, 3 ans, 4 ans, nous puissions avoir toujours le stock. Pas en pénurie, mais le stock existant. Mais il faut préciser aussi une chose. Tout ça, ça a été pensé au niveau de notre projet. Il est vrai que le palmier, pour grandir, donner des noix de palme, il faut 5 ans. Sous d'autres cieux, il faut même 7 ans. Mais il y a des palmiers qui peuvent vous prendre au maximum 2 ans. C'est-à-dire, là, on peut utiliser ce qu'on appelle la biofertilisation. C'est-à-dire, nous produisons les biofertilisants que nous avons testés, qui peuvent nous permettre un accroissement rapide des palmiers à huile. Donc, de ce côté-là, vous devez vous tranquilliser. C'est-à-dire, nous sommes en train de produire le biocarburant et nous avons déjà pensé à la technique qui peut nous permettre de produire les palmiers à huile avec une vitesse un peu plus rapide, en n'utilisant pas nécessairement des engrais chimiques, mais des engrais chimiques qui sont bio. Donc, de ce côté-là, vous devez vous apaiser. Mais alors, en parallèle, est-ce qu'on peut produire aussi de l'énergie électrique à partir de l'eau? Oui, on peut utiliser des centrales hydro. Mais là, je crois que vous voulez faire allusion plutôt à l'hydrogène, que l'on peut produire à partir de l'eau. Ça fait partie des projets qui feront partie de ce que nous allons donner comme séminaire à partir du 11 septembre, un séminaire de 2 semaines, où nous allons apprendre aux ingénieurs et aux autres personnes qui seront intéressées à ce séminaire comment produire l'hydrogène à partir de l'eau, en faisant ce qu'on appelle l'électrolyse. C'est-à-dire, vous prenez un bac, vous mettez de l'eau là-dedans, vous y plongez des électrodes, vous faites passer une certaine quantité d'énergie électrique à l'intérieur et l'eau va se décomposer d'un côté, du côté de la cathode, ça va vous donner l'hydrogène, du côté de l'anode, ça va vous donner l'oxygène. Et cet hydrogène est stocké quelque part et peut être utilisé soit pour la production d'énergie électrique, dans le cas par exemple des voitures électriques, ou on peut aussi l'utiliser pour produire l'énergie électrique comme les gens l'utilisent même dans des maisons pour des télévisions, pour d'autres appareils ménagers. Donc, bref, cette technologie de recourir à l'eau, qui fait partie aussi des énergies renouvelables, peut être utilisée pour la production de l'énergie électrique. C'est faisable. C'est faisable. Par rapport à ces projets, qu'est-ce qui est rentable, qu'est-ce qui est facile par rapport à ces projets-ci des biocarburants? Facile dans quel sens? Pour la matérialisation du projet. Pour la matérialisation du projet. Okay. Bon, pour la matérialisation du projet, en fait, le projet, c'est déjà matérialisé. Mais nous voulons aider nos concitoyens, parce que le Congo a un problème très sérieux d'énergie électrique.
imaginez le taux de pénétration moins de 10%. Dans les milieux ruraux, c'est 1%. Ce qui fait que, pour nous, en tant qu'ingénieurs, en tant que aussi scientifiques, nous trouvons que c'est un problème. Si nous restons indifférents, ça serait même injuste de notre part. Nous avons pensé qu'il faudrait apporter une solution pour résoudre ce problème d'électrification de la RDC. Mais pour que cela se matérialise à une grande envergure, parce que ça s'est déjà matérialisé, il faudrait le soutien financier et le soutien même logistique de gouvernants. Parce que là, si on doit aller même dans des fins fonds de nos milieux ruraux, il faut que nous ayons un accompagnement des autorités. Et ce n'est qu'à ce prix-là que l'on peut arriver à matérialiser ce projet pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Les projets, c'est déjà matérialisé. Ce qui reste, c'est élargir. Ouais. Hein, l'extension, l'élargissement du projet. Parlons alors du biocarburant. Voilà. Parlons un peu de ça, professeur. C'est ce que vous avez conçu. C'est votre apport pour la lutte contre le réchauffement climatique aussi. Hein? D'accord. Et que diriez-vous aux mamans qui utilisent les bois de chauffe? Parce qu'aujourd'hui, là, on utilise que les macala, il y a des conis, c'est ce que nous utilisons ici en République démocratique du Congo. Que conseillez-vous à nos mamans qui nous suivent maintenant là? Elles sont là en train de nous suivre. Ok. La ligne Kolwaboye, cher journaliste Efrazi, que ce qui to memaki technologie oyo, to développer en gros, to mettre en application, to sali, oyo to bengi carburant bio, carburant oyo ezo uta na mafuta mbila, to na mafuta oyo ekiko salema, même na ba village na biso. Tant to sali yango, c'est pour la to résoudre problème. Il y a énergie, c'est-à-dire électricité n'a pas forme sous sa énergie. Les loyaux, tu l'as que 92 à 95, 94%, il y a énergie où tu as la biomasse. Biomasse, il y a mafuta, il y a koni, makala, tu as biomasse. Et ce que tu as dit bien, maman n'a biso, pour la lamba, même na kisasa, va utiliser la koni na makala. Na ba village, n'en parlons même pas. Le fait que bah utiliser makala na ba koni et ça la que ba na kata banzete. Quand bazo kata nzete, moyen photosynthèse et salématé, c'est-à-dire moyen CO2 où ils en a environnement, ils ont absorbé. Il y a une pression où il y a kata ba koni et ça la que climat ont changé. Et maintenant, biso tozo luka to sur la planète pour climat changer. Pour ce climat changer, biso to za la perdant. Et Yangwana, il y a Yangwana, bon, biso to ba na nzambe, na nzambe osunga biso, Yangwana à permettre que to développer la technologie pour éviter pression makasi sur la forêt. Mais maintenant, to proposer biocarburant. Biocarburant oyo et qui kotiama na groupe électrogène. To tiama na groupe électrogène. D'abord ils ont carburant moko propre, ils ont seulement malamu et puis écoutera moins cher. Hein, na lingi ko sala ba contre-publicité à carburant souté, mais à biso ils ont pratiquement moitié par rapport à carburant mosusu. Alors, il y a on a disposition même il y a maman, de sorte que même dans le village ou même dans la ville, où on a milieu plus périurbain, ceux qui vont utiliser en pour lamba, vont utiliser en sans problème. Bazui en gros, bâti en gros na ba chose autre, maintenant c'est la carte, on a bien ba riche pétrole. Ceux qui on a riche pétrole, na ko l'accès une illustration, ba photo, na ba démonstration tout ça là qui, na ba technicien na biso, bâti on a riche pétrole et ko lamba, malambra lokola pétrole ninge oyo ils a propre solo malamu atome oyo ki sono et salo mabete contrairement na ba carburant mususu wane contenaka ouais contenaka ba substance aromatique net ba benzène ils ont contenir ba produit moins mingi oyo affectaka santé même ya ba maman ba lambela kango mais tant on va utiliser biocarburant et ko zala na ba effet nocifté sur la santé. Mais ils ont fait ça bango énergie thermique parce que pour la colamba, on a besoin de moto.
et qu'on peut ça bango énergie thermique qui permet bango lamba sans problème. Et tant que bazo lambela, ba réchaud wana, ils ont utilisé bio kérosène parce que tant que utilisons na réchaud, tu peux diminuer moi bokasi nango, pour pela makasi mingite, tu peux diminuer moi bokasi nango, mais et qu'on permettre bango ba lamba sans que ba kata ba koni to ba utiliser makala. Bitumbeza que production comme à grande échelle. Pour les ananos à petite échelle, qui est maintenant pour nous rejoindre, qu'est-ce qu'il faut? Ce qui te lobby à petite échelle, ils ont un environnement songolo, pas un environnement pakala. Parce que l'environnement pakala ici, quand bazali na mafuta mbila en grande quantité. Bazapé na ba déchets à manioc, ba déchets à maïs comme ça. Mais la minute, il y a même toujours ça là. Oui. Est-ce que ça il m'appelle na ba Congo? Bon, na toke ni moi malembe na isikawana. Omoni a tous na domaine technique. Na domaine technique ya biloko mususu eza epesami na moto nyonso te ka nécessairement sala yango. Mais tokoki ko sala pe pona bango. Et pour le moment, toujours formé ba technicien d'ingénieur, ba assistant, ba chef de travaux, voire même ba docteur mususu toujours formé bango na domaine wana. Ils ont na ISTA, ils ont na Inikin, ils ont na UPEN, ils ont même en Afrique du Sud, ici, toujours formés bilingues dans le domaine wana. De sorte que, tant qu'on va former, ceux qui ont besoin, ils ont ici songolo, topakala, on va kende, sali yango, produire, fabriquer équipement, sali yango, batouana, zuika, ils ont le carburant ou tout ça, tout pétrole. Est-ce que nous il faut ça à produire pétrole? Non, non. Mais on dit ça, il yango. Après, ils ont quelque part. Maintenant, pour avoir ça, oui, oui, pour la kozala na yango, wana sikoyo et ko dépendre na sika aux zones qu'on utiliser. OK. Aux zones ngai, mais sika tout ça la étude du marché. Après pour ça l'étude du marché, to ko identifier et sika besoin ezali. Mais sika ba auto se former, to ba auto travailler na bango, ba ko kita sur le terrain, ba produire et ba disponibiliser produits dans milieu oyo bazala ngo besoin. Voilà un peu comment cela va se passer. Merci beaucoup, professeur, mais nous tendons déjà vers la fin. Je crois que ça est déjà temps. Parlons un peu de la formation du 11. Qui sont les concernés? Ah, ok. Formation, le 11, d'abord on a précisé, ils allaient au un séminaire de formation spécialisé, ok, à courte durée. Donc le 11 septembre, au plus tard, le 30 septembre, ils ont pratiquement 2 semaines. Alors, formation, on a thème d'abord général, dès tout à l'heure, recours, en fait, là je peux rentrer un peu en français pour encore me faire comprendre. La thématique de ce séminaire, c'est recours à la technologie des énergies vertes, entre autres biocarburants ou la biomasse, hydrogène, l'eau, ainsi de suite, pour l'électrification de proximité et décentralisée de la RDC et la lutte contre les changements climatiques. Okay. C'est-à-dire, dans ce séminaire OANA, c'est-à-dire dans ce séminaire, nous allons tenter d'emmener les différentes technologies qui permettent de relever les défis à la fois énergétiques en RDC, en termes d'électricité, et aussi à la fois environnemental, en termes de lutter contre le changement climatique. Et ce séminaire aura différents sous-thèmes. Et les gens qui sont concernés par ce séminaire, ce sont les étudiants de manière générale, de quelques universités que nous avons ici, que ce soit l'UNIKIN, l'UPN, l'ISTA, en fait, bref, partout là où on parle de l'énergie et de l'environnement, et voire même là on parle de l'économie, parce que vous ne pouvez pas parler de l'énergie environnement sans parler de l'économie. Tous ceux-là qui sont impliqués, de près ou de loin, dans la gestion, dans la production, l'exploitation de l'énergie et l'environnement, ils sont le plus que bienvenus. Que ce soit les étudiants, les assistants, les chefs des travaux, les entrepreneurs, tout celui qui veut investir. Si par exemple, quand vous êtes là, vous voulez vous intéresser, vous voulez investir, parce que n'oubliez pas, il y a une loi qui a été en fait établie ici en RDC, où on a libéralisé les secteurs de l'électricité. C'est-à-dire, si vous voulez devenir producteur d'énergie électrique dans un village quelconque, qui est très loin de nous, et que vous voulez vendre cette énergie électrique, vous êtes aussi le plus que bienvenu
pour venir participer à ces séminaires. Et ce séminaire s'adresse aussi aux agents, par exemple, qui travaillent dans des sociétés de production d'énergie électrique comme la SNEL. Ce séminaire s'adresse aussi aux agents qui travaillent dans le ministère, par exemple, de l'énergie, tout comme dans le ministère de l'environnement ou dans le ministère de ressources hydrauliques. Ils sont les plus que bienvenus à venir nous rejoindre dans ce séminaire. Les gens qui travaillent dans les ONG, qui parlent de l'environnement, ils sont les plus que bienvenus. Bref, ça s'adresse à toute personne qui est liée à l'énergie et à l'environnement. Oui, de manière brève, comment vous rejoindre alors? Pour nous rejoindre, en fait, pour nous joindre, voulais-je dire, ou nous contacter, nous avons le numéro de contact. Je ne sais pas si vous autorisez que je puisse... Oui, vous pouvez livrer. Oui, les numéros. C'est les 099 45 41 661. Ou, en fait, je reviens encore, 099 45 41 661 ou les 082 43 66 149. Les 082 43 66 149. Ce sont les deux numéros par lesquels on peut nous rejoindre. Ce sont les numéros aussi WhatsApp où vous pouvez nous contacter et avoir tous les détails pour votre participation à ce séminaire de formation. Évidemment, où ça sera modiquement payant parce qu'on va mettre à la disposition de tous de ceux qui viendront au séminaire des équipements pour faire les démonstrations, non seulement la partie théorique, mais les démonstrations de tout ce que nous aurons à leur donner pendant ce séminaire. Merci beaucoup, professeur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que nous sommes déjà arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment d'être là. Je crois que ce n'est pas la dernière fois. Non, pas du tout. Quand même, c'est la première fois. Il y a beaucoup à dire sur ces sujets. En tout cas, à vous, nos téléspectateurs, merci de votre attention. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Dans l'entretemps, restez branchés car le programme continue sur votre chaîne préférée.